Donc, autre sujet, moi, qui va nous intéresser et intéresser particulièrement notre audience, comme je vous le disais, vous êtes des observateurs de l'entrepreneuriat. Et notamment, parce que nous, ce qu'on a finalement, je parle de Black Network, nous, on a l'entrepreneuriat, mais un peu déclaratif, on voit les gens comment ils agissent. Mais vous, quand vous ouvrez le capot en regardant un bilan, vous voyez la réalité de l'entrepreneuriat et la réalité de l'entrepreneuriat finalement dans la communauté également. Et ce qui va m'intéresser, comme on est dans cette activité ou dans cette entreprise-là, entre guillemets, où on se dit vraiment les choses et où on voit la réalité de la communauté, la réalité de l'entrepreneuriat, forcément dans un but d'amélioration, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui pose problème chez nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voyez comme comportement et vous vous dites, il faudrait plus qu'on voit ça dans la communauté. Quels sont les tares, les limites ou bien les problèmes que les Africains ou la diaspora africaine et afrodescendante, elle a quand elle entreprend et qui fait qu'elle n'est pas performante? Moi, le premier problème que j'identifierais, c'est la gestion de la trésorerie. Ok. Dans le sens où un entrepreneur, quand il commence, il confond souvent la trésorerie de la société et sa trésorerie personnelle. D'accord. Ce qui fait que quand il doit payer ses obligations fiscales ou sociales, il n'y a plus d'argent. Ouais. Et ce qui se passe généralement quand tu en retard de TVA ou en retard d'URSSAF, etc., c'est que ça se cumule. Ça se cumule à tel point qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à faire face à tes dettes. Donc même si tu avais un bon produit, même si tu avais un bon service, même si tu avais une belle boîte, plus de trésorerie, tu passes en cessation de paiement, qu'est-ce qu'on fait? On ferme. On liquide. Ouais. Et là, j'ai particulièrement en tête une société qui faisait ce que je vais te dire. Moi, j'ai l'impression, on en parle avec Bakary, c'est qu'il y a un espèce de plafond à 1 million d'euros. Ouais. C'est-à-dire, arriver à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je sais pas, l'entrepreneur, il devient fou, il se dit, c'est bon. Ah, je te jure, il y a plein de boîtes qui dépassent 1 million. Bizarrement, après les 1 million, ça crache. Je sais pas pourquoi. Il y a plein. Ok. Et si je suis millionnaire, ça ouais, y est. Je peux tout flamber. Je fais passer ma nounou sur la boîte, je fais passer les couches, les diapers des enfants sur la boîte. Enfin, je fais passer plein de trucs où je dis, mais non, c'est pas possible. La seule compensation qu'on peut faire, c'est que ça va être de la rémunération. Mais qui dit rémunération, dit cotisation, dit impôt, dit... Donc, tu vois, on rentre dans un cercle qui fait qu'au final, il s'en sort pas. Alors que si, par rapport justement à l'événement qu'on a fait hier, si tu comprends que ta trésorerie, ok, elle est ce qu'elle est, mais en face, t'as un bilan, t'as un compte de résultats, t'as des métriques, etc. Ta gestion, elle est totalement différente. Et ça manque. Ça manque chez nous particulièrement. Et là, vous me disiez tout à l'heure, Afrique du Nord comme Afrique du Sud, en fait, tout Afrique, West Indies, c'est le même combat. C'est la même chose. Haïti, tout ça. C'est la même chose. En même temps, je rajouterais, en fait, cette manque de transparence aussi. Ouais. C'est quelque part, en fait, c'est comme si on dit à son expert comptable, la réalité, c'est comme si nous, on est là, on est le fisc ou on est la gendarmerie, on a faire une dénonciation ou autre. Pourquoi, en fait? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ça s'est trop vu pendant le Covid. Ah ouais? Ouais. Pourquoi pendant le Covid? Parce que Covid, on a accompagné beaucoup d'entreprises pour essayer peut-être d'avoir les aides qu'il faut, qui étaient mises en place. Les PGE, par exemple. Et donc, il y avait aussi le gouvernement, l'État donnait en fait de l'argent aux entrepreneurs pour pouvoir les aider. Mais par contre, cette aide était axée sur quoi? Sur le chiffre d'affaires réalisé. Par contre, la plupart de nos gens, de notre communauté, malheureusement, vu qu'ils ne voulaient pas déclarer l'intégralité du chiffre d'affaires, s'est retrouvé dans une situation très délicate. Parce que là où, en fait, un entrepreneur pouvait avoir 10 000 euros par mois d'aide d'État, il va se retrouver avec peut-être 1 000 euros maximum. Parce que, il n'a pas déclaré le chiffre d'affaires qu'il fallait au maximum parce que l'aide était axée sur le chiffre d'affaires réalisé. Totalement. Et donc, du coup, malheureusement, beaucoup de nos frères, ils se sont retrouvés à fermer après le Covid parce qu'ils n'avaient plus. Ils n'avaient pas eu suffisamment d'aide parce qu'ils n'avaient pas suffisamment déclaré. Et donc, quand on vit avec l'espèce, c'est bien. Hein. Moi, par contre, je suis anti-espèce. Ah ouais? C'est-à-dire que moi, non, pas du tout, je déteste ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, c'est dans la rue, tu vas m'agresser, tu ne trouveras rien sur moi. Parce qu'en fait, le monde aujourd'hui a changé.
Ouais. Donc, il faut qu'on essaie de changer de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, ça encore, ce point bascule n'a pas encore lieu, au fait, chez nos frères, parce que pour eux, tant qu'ils n'ont pas la trésorerie à la main, et pour eux, il y a rien qui s'est réalisé. Ouais. Avant le Covid, ça marchait parce que, ils pouvaient faire du black, ils avaient un peu de dessous, ils pouvaient à la fois peut-être prendre une petite REM et profiter peut-être des aides personnelles, APL, etc., et qui, après, pendant le Covid, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas cette entrée d'argent-là. Et donc, pas mal des gens de la diaspora, même, vous avez bien vu, je pense que la plupart des pays en Afrique, ils ont mis quand même des fonds d'aide pour les gens de la diaspora. Ça veut dire que les pays africains même mettaient de l'argent à disposition pour les gens de la diaspora pour pouvoir les aider. Pendant le Covid? Pendant le Covid. Oh. Énormément. Et donc, ça, mais... il y en a eu. Okay. Il y en a eu, par exemple, au Sénégal, il y en a eu quand même des aides, des fonds dédiés au Covid pour la diaspora. Okay. C'est-à-dire que, donc, malheureusement, on était dans ce sens-là, ouvert même, on allait voir même des gens de l'Afrique qui envoyaient de l'argent ici. Et d'habitude, c'était l'inverse qui se faisait. Ouais, totalement. Et donc, malheureusement, le fait de ne pas anticiper ce genre de choses, après, Covid a peut-être permis de changer. Voilà, de changer. Peut-être, il y en a beaucoup qui ont aujourd'hui changé d'attitude. Mais ça reste encore. Et donc, la transparence sur les données financières, ça ne veut pas dire que j'ai 1 million de chiffre d'affaires. Potentiellement, ils ont 1 million de chiffre d'affaires, mais je déclare que 500 000. C'est pas normal, c'est pas sérieux. Ça veut dire que, quelque part, sur la visibilité près des banques, on n'a pas cette crédibilité-là. Ça veut dire qu'on va lever des fonds, on dit, mais non, on génère plus de trucs. Mais non, visiblement, sur les comptes, dans les bilans, on n'a pas ça. Ouais. Et donc, l'idée, si on arrive un peu à ajuster un peu plus la réalité économique dans les comptes, ce serait déjà pas mal. Et après l'optimisation, c'est nous les rôles des experts comptables. On est là pour les accompagner, pour voir comment optimiser fiscalement les choses. Mais à mon avis, il faut garder quand même la réalité économique, être beaucoup plus transparent sur ça. Et à partir du moment où on arrive à avoir cette transparence-là, mais je pense que on peut aller très 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 loin. Donc tu disais la transparence, c'est l'outil qui nous permet d'interagir finalement et de bénéficier de tout ce à quoi on a droit avec les parties prenantes, quoi. Tous les leviers. La banque, tu as besoin d'un financement. La première chose qu'il va regarder, c'est déjà l'historique, c'est déjà tes bilans. Ouais. Après, il va demander un prévisionnel. Même si la plupart des prévisions essaient de gonfler un prévisionnel, en réalité, c'est pas du tout ça. Mais même un investisseur. Voilà. Il va te demander tes bilans. L'historique. Totalement. L'historique. Donc, l'historique, moi, je pense que si on doit faire 1 million de chiffre d'affaires, on montre qu'on a fait 1 million de chiffre d'affaires. Voilà. Maintenant, l'impôt, ça c'est un autre aspect. Mais réalité économique, on reste sur la réalité économique. Je pense que c'est très important. Un autre point qu'on pourra rajouter, c'est, tu parles souvent de ça, le focus. Ouais. Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui montent des micro-business, en fait. Mais ils auraient bien fait de rester en auto-entrepreneur. Alors ça, tu disais ça, que l'auto-entrepreneuriat, c'est pas de l'entrepreneuriat. Oui, mais pour faire 50 000 euros de chiffre d'affaires dans une entreprise, tu aurais bien fait de rester en auto-entrepreneur. Pourquoi? T'as pas besoin de déposer de bilan, donc t'as pas besoin de comptable. Donc des frais en moins. Ouais. Tu peux avoir une franchise de TVA, donc t'as pas cette notion de je dois reverser la TVA. Trésorerie. T'as pas de compte à déposer au greffe. Donc enfin, il y a plein de choses qui fait que en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires, reste en auto-entrepreneur. Parce que souvent ils se disent oui, je suis acculé, je suis noyé sous l'administratif. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pas prêts. Pour eux, ils étaient prêts à entreprendre, mais pas tout ce qu'il y a derrière. Parce qu'on les a pas prévenus. Totalement. Mais quand il y a une manque de focus, ça vient d'où, ça? Parce que c'est réel, hein. En fait, depuis que, je pense que ça va faire 1 an et demi que j'ai découvert ce truc-là, en parlant avec Yoa, que tu connais, qui est ma coach, et elle, parce que tous les 15 jours, j'arrivais avec une nouvelle idée par rapport à la séance de la semaine dernière. Elle me dit, mais t'en es où du truc que t'as fait l'année dernière? Je dis, mais t'inquiète, ça va marcher, mais il y a celui-là aussi, tu vois. Et au bout d'un moment, elle m'a recadré, tu vois. Et depuis ce jour-là, mais maintenant, quand on accompagne les entrepreneurs, c'est trop facile, limite. Parce que à chaque fois que je sors la carte du focus, je sais que j'ai raison, tu vois. Mais 80%, non, peut-être pas 80%, mais en tout cas, oui, mais c'est que ceux qui sont focus, c'est des exceptions. Vraiment. C'est vraiment des exceptions. Et ils réussissent tous, hein. Tous ceux qui sont focus, je trouve qu'ils réussissent. Mais ça nous vient d'où, ça? Ce syndrome de l'effet brillant qui fait que... Peut-être. Il y a un truc là, il y a un truc là. Après, c'est pas l'effet brillant. Moi, je dirais c'est l'effet immédiat.
Tu te dis, je lance un truc, faut que ça marche tout de suite. Ouais. Si ça marche pas, je vais essayer un autre truc, peut-être. Sans avoir fermé le précédent. Exactement. Alors que ce qu'il faudrait faire, ça se trouve, les deux idées, elles sont bonnes. Faire le premier, mettre en place des choses pour que ça tourne tout seul, même quand t'es pas là. Et ça fera la différence. Tu comprends? Ouais. Parce que si tu commences, mais tu vois que oui, finalement, j'ai une autre idée, peut-être qu'elle va être mieux, prends un salarié, prends un apprenti qui va te gérer et que tu vas pouvoir driver. Et comme ça, toi, tu peux multiplier. Mais multiplier ton temps, diviser ton temps à toi, c'est pas productif. Ouais. Mais si tu arrives à multiplier ton temps, là, ce sera productif. Et donc, tu trouves que nos entrepreneurs sont particulièrement comme ça? Non, mais après, il y a l'effet de... il a fait ça, ça a marché, pourquoi pas, moi, je vais le faire. Ouais. On multiplie les choses. Or qu'en fait, c'est pas dans notre domaine de compétences. Quelque part, je pense, quand on fait un métier, il faut quand même maîtriser minimum ce secteur. C'est vraiment ce qu'on fait. Et donc, l'idée, c'est, malheureusement, parce qu'on a envie de le faire, il y a une période où c'était beaucoup le VTC, donc beaucoup faisaient des trucs VTC, c'était la mode, c'était bien. Ouais. Il y a ça une période. Vous avez vu, petit à petit, voilà, les gens sortent, ils passent à autre chose. Et donc, je pense qu'en fait, oui, il faut quand même surfer sur la bonne vague quand il est temps. Maintenant, par contre, il faut pas faire tout et n'importe quoi à la fois. Comme disait Christmas, il faut être disponible à 100% pour son activité. Exactement. Parce qu'on peut pas faire, au bout d'échelle, on met 25% de notre temps ici, 25 là, 25 là. En fait, on te donne pas le potentiel, de notre 100% de notre potentiel sur une activité. Peut-être en se recadrant tout ça, focus sur une activité, permettant en fait de nous donner un maximum de surpasser. En ce moment, peut-être qu'on va, comme ça pourrait tourner sans nous après, et pouvoir peut-être aller se focaliser sur d'autres choses. Exactement. Ouais. Et donc ça, c'est important. Et en fait, le sujet, c'est celui de porter une activité jusqu'à un niveau où elle dégage suffisamment de ressources pour pouvoir la déléguer avant d'aller faire autre chose. Exactement. C'est ça, en fait, le sujet. Exactement. Exactement. Et tu verras que ça changera totalement ton rapport à ton activité. Parce que le fait que tu commences quelque chose, ça réussit pas, t'as de la frustration, tu commences l'autre, mais en même temps, tu prends peut-être la trésorerie que t'avais sur l'une pour l'amener sur l'autre. Enfin, là, tu mélanges tout. Ouais. Alors que si c'est bien structuré, on va prendre l'exemple de Yoris qu'on a vu. Ouais. À un moment donné, vous disiez, il était pas focus. Ouais. Ben si, en fait, il était focus, mais il était focus au niveau groupe. Ouais. Tu vois la différence? Donc lui, il a commencé une activité, ça tourne tout seul, il part sur l'autre, il a vu que finalement ça c'était complémentaire à l'autre, il refait l'autre. En vue d'ensemble, c'est pas... Il n'y a pas de problème. C'est pas une question il est pas focus. Si. Parce que lui, là, il est dans une stratégie de valorisation de groupe. D'un groupe, ouais. Tu comprends? Mais il a mis les choses en place, étape par étape. Il a pas tout lancé il aurait tout lancé en même temps, ça aurait pas eu le même effet qu'il a là. Oui. Moi, j'ai quand même trouvé que ce qui marche avec, c'est difficile de parler de lui parce qu'il est pas là, mais ce qui marche, c'est qu'il y a des profils qui sont suffisamment capés dans leur tête et organisés pour avoir différentes activités. Oui, ça veut dire qu'il faut mettre les ressources qu'il faut. Non, il parle du dirigeant. Ouais, le dirigeant, lui, il arrive, par exemple. Mais il est focus dans sa tête. Parce qu'il sait où il va lui-même. C'est dans ce sens, je te dis, il est quand même focus. Parce qu'il a une stratégie groupe. Ouais, il est focus sur son groupe. Voilà. Oui. Ah oui, parce qu'en fait, il y a deux sujets, effectivement, sur le focus. Parce qu'il y a la personne qui fait plusieurs activités, mais qui fait des activités qui sont totalement différentes. Exact. Donc, on parlait des conglomérats, là, tu te rappelles, exactement, sur la reprise. Donc, lui, par exemple, il va avoir une plomberie, une boucherie et un truc. Là, tu te dis, ça n'a pas de sens. Ouais, mais il y a des gens qui sont comme ça. Ouais, peut-être pas sur des activités aussi bien identifiées, mais qui sont dans ce type d'activités-là. Et après, t'en as d'autres, effectivement, qui sont dans des activités qui s'imbriquent. Complémentaires. Ouais, qui sont complémentaires. Voilà, c'est le terme. Exactement. Des fois, il faut avoir une activité complémentaire. Boucher, artisan, plombier, non. Voilà. Mais ça, il y en a. Enfin, ça va pas être. Oui. En fait, quand on dit boucher et tout, ça se voit. Mais si tu regardes si tu regardes le chiffre d'affaires cumulé, finalement, ça vole pas haut. Exactement. Parce que finalement, il a mis, comme dit Bakary, 25% de son temps là, 25%. Tu peux pas. Ouais. C'est soit tu mets 100% et finalement tu arrives à un stade où tu te dis j'ai envie d'aller faire autre chose, mais mets quelqu'un qui va faire. Tu mets une ressource derrière. Ouais. Mets quelqu'un. Mais si tu veux garder effectivement 100% du chiffre d'affaires, mais moi je préfère avoir 50% d'1 million que 100% de 100 000, tu vois. Ouais. Non, c'est sûr. Mais ça veut dire que tu peux, dans cette activité-là, il y a la dimension donc de celui qui fait des activités complémentaires. Donc comme l'activité A
vient au service de l'activité B. Exactement. Bah, donc c'est un levier pour faire de la Exactement croissance. Ok. Et puis après t'as un autre type, Ibrahima, dont on a parlé tout à l'heure. Lui c'est plus une dimension où il a une activité, une compétence qui va mettre au service de différentes activités. Et donc tu peux le voir en te disant mais il est pas focus, mais en fait si, parce que lui, imaginons qu'il fait de la levée de fonds, mais il va le faire de la levée de fonds pour ses 10 boîtes. Exactement. Mais il va faire que de la levée de fonds. Et effectivement, et là il est dans le focus. Tu vois. Mais nous, notre problème, c'est, comme tu as dit, on a un pote qui fait du VTC. Ah, vas-y, on fait un peu de VTC. On a un autre qui dit, en ce moment, il y a un truc, la rénovation énergétique qui marche bien, là. Ouais. Ça vous aussi, vous avez entendu. Ouais, ils viennent tous, ils m'appellent, ils me disent, j'ai un projet et tout. Et donc, ils vont aussi faire de la rénovation énergétique, mais ils ont pas fermé le VTC et boum, boum, boum. Et c'est là où, ça, c'est compliqué. Et ça se répercute un peu plus tard, parce qu'effectivement, à la rigueur, c'est très bien d'entamer des activités. Mais après, derrière, les conséquences, il faut quand même bien fermer les choses. C'est-à-dire que des fois, on laisse comme ça parce que on a du mal, l'URSSAF nous saoule un peu, on se dit, bon, bah, écoute, vas-y, on laisse l'activité, on va sur autre. Mais par contre, allons au bout des choses. C'est-à-dire que ferme. Parce que beaucoup, peut-être qu'ils ne savent pas aussi, c'est pareil. Je pense que quelque part, il faut peut-être que, avant d'entreprendre, peut-être aller faire des petites formations, où tu peux être sensibilisé sur pas mal de domaines, parce qu'il y a quand même pas mal des entrepreneurs qu'on récupère, sur lesquels, en fait, leur passé joue. Ouais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on part une forme juridique d'une SARL, vous êtes gérant majoritaire de votre SARL, permettant bien sûr d'optimiser la rémunération, le coût social. Et auparavant, on avait d'autres boîtes, je sais pas, auto-entrepreneurs ou autres, on avait géré. Ben, l'URSSAF, dans ce cas, l'URSSAF est nominatif. Ça veut dire quelque part, c'est pas la société. C'est que les URSSAF, c'est au nom propre. Ça veut dire que la répercussion d'une activité antérieure qui a été mal gérée peut venir aujourd'hui te porter préjudice. Effectivement, parce qu'il y a une commune, parce qu'on a un seul numéro de sécurité sociale, tu peux pas dupliquer ton numéro de sécurité sociale à un autre. Donc c'est la seule personne au fait qu'on va pouvoir suivre. Et donc tu vas pouvoir te retrouver peut-être pour immatriculer un problème, tu ne pourras pas, ou bien même donc tu n'auras pas tes droits. Et quelque part même ça va aller plus loin, des dettes peut-être saisies personne. Donc ça va aller plus loin. Donc quelque part aussi il faut notre rôle aussi à nous, c'est aussi de les orienter dans ce sens-là, de pouvoir, parce que effectivement, nous, quand on prend un client, c'est quand même lui poser la question, c'est quoi son passé? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qu'il faisait auparavant? On a plus ou moins, levé un petit peu tous les, on va dire, les phases, où il pouvait y avoir peut-être des pièges ou, voilà, au moins tout ça c'est levé. On part quand même sur quelque chose de structuré pour nous déjà. C'est-à-dire que quand on va le conseiller sur la forme juridique, on est sûr que si on va l'amener sur cette forme juridique-là, il n'y aura pas d'impact ou de conséquences de la vie d'avant. Plus tard. Voilà. Donc apprendre à fermer les boîtes. C'est ça que je me note. À les fermer, à bien les fermer. Je me suis jamais pris, parce qu'en fait, c'est un coût de fermer une boîte. Mais il y en a beaucoup qui disent la justice va le fermer. La vérité. Non, mais c'est vrai. mais c'est ce qui se passe. C'est ce qu'on se dit toujours. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a des entreprises, on leur dit, écoutez, le coût pour fermer une boîte, c'est tant. Ah ouais, mais moi, ça ne fonctionne pas. On va le laisser mourir. Ouais. Oui, on laisse mourir. À un moment donné, bien sûr, le greffe il va être radié de la société, etc., etc. Mais maintenant, la dette qui incombe personnellement aux dirigeants va le suivre toute sa vie. C'est pas effacé. Et donc, il faut quand même qu'on sache bien fermer les boîtes. Et donc, en fait, le fait qu'on laisse comme ça et que derrière, on a peut-être des déclarations obligatoires qu'il faut faire annuellement, même s'il faut mettre 0, on met 0. Ouais. Le fait qu'on met pas 0, une taxation d'office quelque part. On dit, écoutez, il n'a pas mis 0, donc on lui met un revenu de peut-être, je sais plus, de 40 000, fait une barre de cotisation 40%, voilà. Donc, tu auras peut-être, on te demande des cotisations qui n'est pas due. Et donc, peut-être que bien faire les choses dans les temps, bien les faire, même si c'est à 0, on le fait, c'est moins de conséquences pour le futur. Ah, c'est des de sérénité. C'est des petites choses comme ça. Non, c'est vrai. Subtil. Je pense que j'ai une boîte là que j'ai laissée sur le côté là. Donc c'est le moment. Quelqu'un pour la fermer. Il faut le fermer. Non, c'est sûr. Et moi, j'ai aussi vu une situation de quelqu'un qui avait aidé un entrepreneur, une boîte qui avait été en redressement. Et lui, ensuite, il voulait faire une autre boîte avec un de ses frères.
Et on lui a refusé le prêt parce qu'il a été associé dans une boîte qui avait été en redressement, quoi. Ouais. Donc, tout ça parce que c'est pas que, il y avait pas de cloisonnement entre les différentes boîtes. Sa responsabilité à lui, elle était pas forcément bien établie sur ce qu'il faisait. Oui, En fait, même au niveau bancaire, il y a un track record qui est fait. c'est ça. C'est exactement ça. Dès que le niveau bancaire. Exactement. Dès qu'il y a Une interdiction de gérer. Ou... même Là, c'est même pas une interdiction, Même la fermeture maintenant. Ah bah oui, bah Ah. oui. Mal fermé et tout, ouais. Ah ouais? Oui. Quand tu fermes une boîte, la banque elle est au courant. Ok. D'accord. Dans les signes, il te dit, vous avez déjà fermé une boîte, vous avez déjà géré, qu'est-ce qui s'est passé? Et, enfin, il y a des choses où tu peux pas anticiper, ce qui fait que ton projet peut capoter et mourir dans l'œuf, tu vois. Et puis attention, on va donner un autre conseil. C'est que quelque part, quand vous ouvrez une entreprise et que vous dites, où est-ce que je vais mettre ma domiciliation? Parce que ça, on a eu beaucoup de problèmes ces derniers temps. Parce qu'en fait, les règles, la banque ne dit pas officiellement les choses. En fait, ils vous disent pas parce que la loi leur contraint quand même mais maintenant, à l'intérieur, ils ont leur propre process en disant, voilà, tel profil, il vient, non, on refuse. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, par exemple, la domiciliation, payer une société de domiciliation. Ouais. Bien, c'est ce que c'est. On ne va pas s'exposer, nous, personnellement, à notre adresse perso. Mais malheureusement, ça, c'est bien quand on le fait. Mais derrière, si on va cautionner, on va demander, par exemple, un prêt à la banque, ou bien même vouloir même ouvrir le compte bancaire, Il y en a qui refusent. la banque vous refuse. En fonction de la domiciliation. Parce qu'ils vous disent, parce que les sociétés de domiciliation, aujourd'hui, voilà, c'est pas bien vu par les banques. Ah, ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui profitent de ces domiciliations, créer des sociétés, fait ce qui n'est pas, voilà, qui n'est pas très, très catholique, et après, derrière, courir, et puis derrière, c'est des conséquences au niveau partout. Et donc, du coup, pour des mesures je sais pas, de précaution ou autre, les banques refusent. La plupart des banques refusent, en fait, des sociétés, donc, ils ont une société de domiciliation. Mieux, peut-être, le domicilier chez soi. Au moins une identification. L'adresse fiscale, c'est qui, si elle est gérant, ok, on a une personne morale derrière, une personne physique derrière, on peut l'identifier. Mais voilà, donc, ouais, peut-être que ce conseil-là, peut-être essayer de réfléchir un petit peu. Ouais. Dans Attention aux domiciliations. Attention aux domiciliations, en fonction des banques. Il y a des banques vraiment qui ne veulent pas. Non. En fait, on en parlait, c'est trop dur d'entreprendre. Oui, ben. Je trouve que c'est trop dur. C'est dur. C'est qu'en fait, toi, tu te rêves avec un projet où tu te dis, bah voilà, moi, mon projet, c'est ça, je vais changer la face du globe et tout. Mais en fait, tu te rends pas compte que derrière t'as plein d'obligations, plein de trucs. Ah ouais. Des fois, il y en a marre, en vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, il y en a beaucoup qui me disent, on fait le bilan, ils se disent, regarde, j'ai travaillé autant, regarde le résultat à la fin que je dégage. Mais à côté de ça, j'ai eu ça en obligation, ça en obligation, ça en obligation. Ceux qui arrivent à tenir, c'est ceux qui sont passionnés. Ceux qui sont là juste pour l'argent. Ça suffit pas. Ah non. Si t'es passionné par ce que tu fais, parce que justement tu veux changer la face du monde, tu vas continuer. Si t'es passionné parce que ce que tu fais au quotidien, t'as pas l'impression de travailler, ce que j'entends souvent chez toi, tu vas continuer. Mais ceux qui sont là pour l'argent et ils font pas d'argent, ils vont arrêter. Ils vont abandonner. Sûr. C'est vrai. Non, mais c'est un problème. Parce que, en fait, surtout si on est dans une démarche d'excellence. Parce que c'est là aussi le problème. Nous, on se dit, voilà, Black Excellence, tout le monde #Black Excellence sur les réseaux. On veut être des gens excellents et tout. Mais quand on regarde ce que ça implique concrètement au quotidien d'être excellent, franchement, des fois, je me dis, il vaut mieux être salarié excellent, quoi. Non? Il y a trop de taf. Vous trouvez pas? Mais justement, nous, on est là pour ça. C'est notre rôle à nous. Mais, oui, mais vous pouvez pas faire tout à notre place. Non, mais sauf que, par exemple, sur tout ce que je viens de citer, on est consulté en amont. On saura comment les orienter, comment les aiguiller, comment les amener dans la bonne direction, comment faire éviter, au fait, les pièges, de ne pas tomber sur des pièges et dire, ben voilà, ce serait peut-être du moins plus judicieux de faire ceci, cela. Et que, parce qu'au fait, dans les tendances actuelles, on voit que c'est comme ça. Mais dans la réalité, attention, c'est ça, c'est ça. Donc, en fait, on est plus, voilà, on peut les conseiller dès le départ. Et puis, ça, c'est du conseil qu'on donne normalement à tout le monde. C'est-à-dire qu'un prospect qui arrive, qui vient nous poser la question, on lui donne ces conseils-là. C'est-à-dire, comme je dis, on n'a pas de limite là-dessus sur ces conseils-là parce que vaut mieux orienter un entrepreneur, c'est lui qui a envie d'entreprendre, et que dès le début, on lui met quand même, on le met à l'aise, qu'on dit on est là pour ça, on est là pour lui, et que derrière, bah, à un moment donné, je pense que ça peut lui donner aussi le courage
Je vais entreprendre parce que derrière, j'ai un expert comptable, j'ai quelqu'un qui va je suis accompagné, il y a quelqu'un qui est là pour pouvoir m'aiguiller quand ça va pas. Donc ça, c'est important aussi. Non, c'est fondamental. Mais il faut entreprendre. Non, je dis pas qu'il faut pas entreprendre, franchement, mais faut y aller un peu en connaissance de cause, quoi. Exactement. Parce que vraiment, on croit que, mais si on veut être excellent, quand je commence à voir, comprendre un bilan, comprendre un compte de résultats, les actions à faire pour faire en sorte que tout soit à l'équilibre régulièrement, on n'a même pas encore parlé des RH, on n'a pas encore parlé de la com, on n'a pas parlé. Au début, en tout cas, c'est ultra chronophage. Après, peut-être qu'il faut gérer toutes les choses petit à petit. Moi, c'est ça. C'est petit à petit. On est d'accord. Étape par étape. On dit ce côté-là, je ne le maîtrise pas. Au moins l'essentiel dans tout ce que j'ai à faire, qu'est-ce qui est aujourd'hui essentiel et immédiat ou sur lequel j'ai envie de me focaliser. C'est ça. Donc, je me fais accompagner là-dessus. On y va étape par étape. Après, une autre phase qui va arriver. Au fur et à mesure, on va découvrir. De toute façon, on a accompagné des gens qui connaissaient rien dans l'entrepreneuriat, dans la gestion. Et aujourd'hui, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Ils ont réalisé à la lettre tout ce qu'on leur a dit. Ouais. Et donc, au final, ils s'en sortent très bien, même des fois, sans nous, même des fois. Combien d'années pour être à l'aise? Mais tout dépend de l'implication des gens. C'est sûr, il y a pas, je pose une question, mais je sais très bien qu'il n'y a pas de réponse. Mais je m'interroge toujours parce que je me dis, il y a peut-être un moment où on va commencer à... T'es proche, Tanguy, je te rassure. Merci. Tu me rassures. Parce que franchement, j'en parlais pas plus tard, je crois, ce week-end avec mon père et tout. Il me dit, non, mais pourquoi tu n'as pas fait ça en termes de gestion? Il me donnait plein de conseils. Et je lui dis, non, moi, ma priorité, c'était de voir est-ce que mon offre fonctionne, d'abord. Après, de la vendre. D'abord, de construire une offre. Ensuite, trouver des clients. Maintenant que j'ai quelque chose d'à peu près carré, mais là, je vais venir dans la phase de gestion. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, après, je pense que oui, comme je disais, c'est étape par étape en fonction des priorités. Tu te dis, ouais, je me focalise dans un premier temps sur ça et après, peut-être sur l'autre. Mais au moins, c'est carré. C'est structuré. Il faut que ce soit structuré déjà dans ta tête. Si c'est déjà structuré, tu sais où tu vas. Mais quand c'est un peu éparpillé, on ne sait pas où on va. Aujourd'hui, on fait du, je sais pas, je ne sais pas ce qu'on fait. Demain, on change d'avis. Après, demain, on dit non, finalement, c'est pas ça que je voulais. Donc, en fait, c'est qu'on n'est pas prêt. On n'était pas prêt. Ouais. Non, c'est exactement ce que tu décrivais, c'est ce qu'il faut faire parce que, en fonction de ton envie, ton mental sera focus sur quelque chose. Donc, même si tu vas aller faire un autre sujet, tu vas pas réussir à vraiment Mais une fois que tu t'es dit, je dois faire ça aujourd'hui, tu l'as fait, t'es content. Comme ça, demain, tu peux passer à quelque chose, entre guillemets, qui est un peu plus ingrat. Parce que t'auras le souvenir que la veille, t'as fait quelque chose qui t'excitait. Il y a ça aussi. Moi, par exemple, dans mon organisation, c'est que systématiquement, le vendredi, que de l'administratif. Ok. Ou que du juridique. J'aime pas ça. Mais c'est obligatoire. Parce qu'il faut suivre, est-ce que les clients nous ont payé? Est-ce que tel fournisseur l'a bien payé? Est-ce que tel sujet? Mais je me dis, le vendredi, au moins, comme ça, je suis focus aussi. Comme ça, le reste de la semaine, je peux aller déjeuner avec le client, je peux aller prendre des cafés, je peux faire tout ce que t'aimes. Voilà. Mais au moins, c'est organisé. Tu vois, comme ça, moi, au moins, tu sais où tu vas. D'accord. Mais ça, on en parlera après de votre routine à chacun en tant que... Déjà, quelles sont vos spécificités à chacun et ensuite votre routine. Mais si on continue encore sur les erreurs de la communauté, tu me disais que on n'est pas encore des entrepreneurs, que on est peut-être un peu trop des freelances qui bossons pour nos boîtes. On n'est pas encore des entrepreneurs. C'est quoi pour vous un entrepreneur? Déjà, pour moi, un entrepreneur, il doit être indépendant. Ok. Parce que quand on fait du freelance, en gros, aujourd'hui, c'est bien. On a un seul client, c'est ça que tu veux dire? Ok. Ça, c'est l'erreur que beaucoup font. Après, je peux comprendre, au départ, on est obligé de le faire, mais faut pas que ça perdure, en fait. C'est de dire, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Parce qu'aujourd'hui, avec la seule personne avec qui on bosse, si demain il change d'avis et qu'on va se retrouver sur le corps, donc la boîte n'a pas lieu d'être, on va fermer, etc. Peut-être ce que disait Chris Moore, peut-être au départ, peut-être autant rester en auto-entrepreneur pour juger, voir ce qu'on fait. Mais en tant qu'entreprise, on ne peut pas uniquement se contenter d'avoir qu'un seul unique client. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est dans nos principes, nous, comptables, on vérifie ça aussi. C'est-à-dire qu'à la fin, oui, ça fait part de nos principes. Un principe d'indépendance. C'est-à-dire, quelque part, si on voit que finalement... C'est du salariat déguisé, en fait. Oui. Un seul client qu'il a, à un moment donné, si la boîte, elle ferme, tout le château s'écroule derrière. Donc, du coup, il faut veiller à ce que, vraiment, entreprendre, c'est être indépendant. Savoir dire oui, et de savoir dire quand on n'a pas envie, non, je ne veux pas. Ça, c'est la liberté. C'est ce qu'on a. Pour moi, à partir du moment où on a la liberté et l'indépendance,
C'est ça, entreprendre. Tout à fait. Voilà. Pour moi, ça se résume sur ces 2 mois. Et après, ce que je rajoutais, c'est de pouvoir jongler entre les différentes casquettes. Autant il y a des casquettes où c'est plaisant, tu fais l'activité que tu aimes. Autant il y a d'autres casquettes où c'est une obligation, donc entre guillemets, tu subis. Mais il faut avoir conscience de ça. Mais souvent, pour revenir encore, par exemple, à Nicolas, qu'on fait un petit coucou, quand il dit oui, quand il y a les problèmes, je mets les œillères comme ça, c'est pas bon. Oui, c'est vrai, on a dit ça. C'est pas bon. Quand t'es entrepreneur, tu assumes tous les problèmes. Parce que ça fait partie du jeu. Il y aura les bons côtés, mais il y a aussi les mauvais côtés. Il faut pouvoir assumer les deux. Ah, tu te reconnais bien là. Là, c'est vrai que moi, je sais faire l'autruche. Ça, je sais très bien faire. Mais en fait, le problème, c'est comme tout. C'est la réalité te rattrape toujours. Même si t'es là, tu te caches. À un moment, quand tu te la prends en pleine tête, là. Mais si tu l'avais géré en amont. Ouais, c'est ça. Ça serait mieux passé. C'est ça. Et c'est pour ça que tu disais, sur la partie financière, il faut regarder ses comptes véritablement, en fait, pour suivre ses comptes, voir. Tout à l'heure, tu parlais de quel client est en retard, quel truc. C'est des choses qu'on est obligé de faire. Sinon, après, quand ça revient trop tard et c'est dur, quoi. C'est la trésor, le nerf de la guerre d'une entreprise. Exactement. Tout le monde dit ça. Cash is king. C'est un mot que j'entends trop souvent. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une gestion saine de sa trésorerie? Quand vos bons clients, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez? En termes de gestion de la trésor, en termes de relation avec l'expert comptable. C'est suivre tes délais de paiement. Ok. Si tu dis à ton client, je te paye à 30 jours, c'est pas 30 jours plus 15 jours. C'est pas 60 jours, c'est 30 jours. Ok. Donc, soit tu as réussi à mettre en place ce prélèvement, soit, quelques jours avant, n'oublie pas, tu m'avais dit que tu devais me payer au 30. Comme ça, au moins, ta trésorerie, mais pour ça, en amont, tu dois mettre une espèce de routine dont je parlais tout à l'heure, où tel jour, je sais que je dois relancer mes clients. C'est pas quand t'es à l'agonie où tu te dis j'ai plus d'argent sur mon compte, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais appeler toujours ça, moi. C'est pas bon. Non, mais quand tu vois qu'il y a plus de cash, tu commences à appeler tout le monde. Ouais. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Parce qu'entre-temps, ça se trouve, lui, il a des problèmes, donc t'es obligé d'encore attendre. Bah oui, souvent c'est ça. Bah oui. Chacun va te donner sa date. Et en même temps, il faut anticiper en amont. C'est-à-dire que l'anticipation en amont, c'est déjà dès qu'on vend notre mission. La prestation ou ce qu'on fait. C'est de pouvoir, est-ce qu'on vend suffisamment bien ou pas? Oui. Parce que des fois, en fait, on se dit à partir du moment où on est à l'équilibre, voire limite, on fait pas l'étude de certaines dépenses ou certaines charges. On dit, écoute, à partir du moment où j'ai une activité qui tourne, ça suffit, mais ça ne suffit pas. Ouais. C'est-à-dire que si vous vendez un produit, une prestation en 100, au cas derrière, vous avez des charges fixes, tout ça, à 120, il y a toujours un décalage de trésorerie, il y a toujours des problèmes de trésorerie. Même si vous avez un délai de paiement bien comme il faut, vous aurez toujours un décalage de trésorerie parce que vous n'avez pas suffisamment vendu. Ouais. Et ça, il faut bien le comprendre, en fait. C'est-à-dire que, voilà, on parlait de différence entre rentabilité et profitabilité. Exactement. Il faut bien connaître le coût de son produit et savoir quelles sont les charges qu'on a en face. Mais ça, ouais, c'est le business plan qui doit nous permettre de le faire. Mais est-ce qu'on va à ce niveau? Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on va à ce niveau de précision-là dans le business plan? Est-ce qu'on comprend notre business suffisamment pour ça? C'est pour ça que je disais à l'entrepreneur, je te dis, même nous, on l'a fait. T'es obligé de te poser pour savoir chiffre d'affaires versus charge. Et quand tu fais ça, t'es obligé d'aller dans le détail pour savoir est-ce que le prix que je propose, il est correct? Est-ce qu'il me permet de vivre? Est-ce qu'il me permet de payer mes charges fixes? Est-ce qu'il me permet de payer moi? Parce que souvent, l'entrepreneur, ce qu'il fait, il s'oublie. Voilà, il est au départ, il s'oublie. On fait des prévisions, mais la ligne rémunération du dirigeant, elle est à 0. Ouais, ça fait partie du truc de se dire, je suis au chômage de toute manière. Ouais, mais bon, ça veut dire qu'en fait, voilà, justement, je rebondis là-dessus. Je suis au chômage pendant 2 années, donc je peux faire non. Mais ça veut dire que dans 2 ans, quand on sort du chômage, on va se rémunérer. Est-ce on aura la possibilité de demander au client, attention, le prix que je t'ai proposé de 100 € l'heure, on va le basculer à 150, est-ce qu'il va te suivre? Il va pas te suivre parce qu'il va pas comprendre pourquoi à 50% d'augmentation comme ça du taux horaire ou par exemple de la prestation. Donc, dès le début, à mon avis, dans les business plans, on n'est pas obligé de faire un business plan élaboré. Mais non, vous prenez, moi, ce que je conseille le plus souvent, déjà, faites les dépenses. Ouais. Combien, si je vends une marchandise, combien je vais acheter tel ou tel truc, combien ça va me coûter? Est-ce que j'ai un loyer? Est-ce que j'ai une assurance? Est-ce que j'ai un expert comptable? Est-ce que j'ai des frais bancaires? Tout ça, on va essayer de tout prendre et dire, combien ça va me coûter? À la fin,
il me faut vendre combien je dois vendre ma prestation pour pouvoir couvrir l'intégralité des dépenses. Sachant en mettant de la marge aussi, parce qu'on ne va pas à perte, on ne va pas non plus à zéro. L'idée, c'est d'avoir une marge confortable pour faire face à des aléas, à des choses où, voilà, il faut être rentable quand même quelque part. Voilà. Et donc là-dessus, je pense que tout le monde est capable de le faire. Il faut juste se poser et ne pas se précipiter à dire je vais ouvrir une entreprise pour ouvrir une entreprise. Je ouvre une entreprise, en amont, je vais étudier combien ça va me coûter, est-ce que ça vaut le coup, c'est quoi les coûts, combien je vais vendre mes prestations. Et puis voilà, à part du moment où on fait ça, et puis on fait, Et puis comme tu disais tout à l'heure, Chris, faut pas confondre la gestion de la trésorerie personnelle et la trésorerie de la boîte. Ça, c'est deux choses. Si on arrive à faire la distinction entre les deux choses, c'est très bien. Vu qu'à prendre une ligne rémunération du gérant ou du président, je ne sais plus quoi, on le met au montant qu'il vous faut pour vivre et provisionner ces montants-là. Ça te permet aussi d'avoir une trésorerie d'avance, même si tu te payes pas pendant 2 ans, mais le jour où tu vas te réménérer. Ah oui. La trésorerie, elle est déjà là. C'est ça. Mais si tu mets à 0, quand tu veux te rémunérer, ta trésorerie, tu pars déjà de 0. T'es déjà, avant même de penser à prendre de l'argent, t'es déjà dans les problèmes. Donc quand tu fais le virement, t'es encore dans les problèmes. Et t'as pas pas d'autre choix que de faire le virement parce que t'as plus de ressources, donc t'es obligé. Et à un moment, faut se rémunérer. Et est-ce qu'on rémunère soit d'abord ou les équipes d'abord? Bonne question. Ça, c'est, dans Tanguy, on a la réponse, C'est suite d'habitude, de façon, on rémunère l'équipe d'abord. De façon, quoi qu'il arrive, ça fait partie. Moi, je me rémunère d'abord. Moi, je pense à mon virement d'abord. Il y a deux écoles très différentes sur ces sujets, Moi, je suis plus du genre à dire, c'est moi qui les ai mis dans les problèmes. Oui, il faut les rémunérer. Donc, eux d'abord. Moi, je vais me débrouiller après. En général, la tendance, c'est ce qui se passe. Je pense. Non. Mais après, il y a ceux qui disent, si moi j'ai faim, personne va manger. Personne va s'en sortir. En fait, c'est surtout que, en fait, si l'entrepreneur lui-même, il est pas solide, en fait, il pourra pas faire que l'affaire continue et tout le monde va perdre. Donc, certains se disent, je me rémunère d'abord et après, je rémunère les équipes. Mais donc, il y a pas de règle, en fait. Non, franchement, nous, les entreprises, les clients qu'on suit, en général, les équipes sont d'abord rémunérées et après, eux, ils se rémunèrent. Voilà. Après, je sais pas si c'est quelque chose qu'on leur a transmis, mais effectivement, c'est de dire, fais en sorte d'avoir suffisamment de trésor pour que quand tu appuies sur le bouton à la fin du mois, toi aussi, tu ta part. Non, c'est un véritable problème, je pense. Et quel autre conseil vous pourriez donner, en tout cas, aux gens de la communauté par rapport aux problématiques que vous voyez dans la communauté? Moi, je donnerais plus des compléments d'encouragement, je dirais. Je dirais qu'on a beaucoup de potentiel. Ok. Et on n'a pas de limite. C'est nous-mêmes qui nous mettons des limites. En complément de ça, je dirais, faut voir plus grand, en fait. Voilà. Oui, on voit trop petit chez nous. Exactement. Trop petit. Ok. Voilà. C'est trop petit. On se met des limites. Quand j'ai bien aimé quand Ibrahima, il a parlé de capitaine d'industrie. Enfin, il parle de l'industrie, mais je pourrais rapporter ça à toutes les activités. Faut voir beaucoup plus grand. On voit trop petit. Donc quand tu vois petit, tu fais le petit truc et finalement il y a pas assez, tu dis j'ai faim parce que t'as vu trop petit. Mais si t'avais vu plus grand, ok, peut-être que tu dois partager le gâteau avec d'autres personnes, mais ton gâteau il est beaucoup plus grand. Donc forcément les potentiels retombées économiques sont beaucoup plus grandes aussi. Mais ça, tu l'évalues comment? Et c'est quoi pour toi voir grand? Parce qu'en fait, pour certains, tu vois, tu disais tout à l'heure, arriver à 1 million, c'est grand. Alors que, franchement, à force d'être là et de discuter avec les entrepreneurs, pour moi, tant que t'es pas au-dessus de 10 millions, t'as pas fait quelque chose de grand. En tout cas, t'es pas au-dessus de parce que toi, la marge. Tu côtoies beaucoup de personnes qui sont... C'est ça, qui sont entre 1 et 10. Dans son activité, la moyenne du secteur, c'est 1 million. S'il fait 1 million, il est déjà bien. Tu comprends? Ouais. Mais c'est de se dire, par rapport au secteur, qu'est-ce qui se fait? D'accord. Et puis même, on peut se faire moins d'1 million. La vérité, il y en a qui s'en sortent, ils font 200 000 euros de chiffre d'affaires. Avec une marge. Ils ont une marge énorme. Oui. Nous, on a pas mal de gens, en fait, des consultants qui sont dans société ESN. Faut des vrais, ils font énormément, ils brassent beaucoup d'argent. Mais ils ont une marge. Peut-être 20% ou 10%. Voilà, ils ont des petites charges qu'ils ont. Et en fait, ils ont une énorme trésorerie. En fait, ils arrivent à mieux peut-être vivre à ceux qui font 2 millions. Mais parce qu'ils sont, pourquoi? Parce qu'ils sont succombés par les charges. Parce que derrière, quand tu fais 2 millions, t'as besoin de toute une équipe à payer, des charges, des trucs. Mais par contre, OSN,
Ils n'ont pas besoin peut-être de local. Ils ont des jours hommes, commercial. en fait. En termes de jours hommes, j'ai l'impression que ça coûte cher, en fait. En fait, dans leur chiffre d'affaires, dans les ESN, donc pour tout le monde, c'est les entreprises de services numériques qui placent des consultants chez les clients. Exactement. Et par exemple, un consultant que tu vas placer, je sais pas, à 750 € au jour, Jour homme, ouais. toi, tu lui verses 500 au consultant, après il te reste 200. C'est ça, en fait, par jour. Exactement. T'as une marge, ouais. Et ta marge, elle est, ah oui, non, en fait, c'est comme ça. Si tu le vends bien, en fait, ta marge, mais il faut le vendre. rentable. Oui, c'est vrai. Oui, Tout est couvert. Tout est couvert. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut savoir vendre ton produit. Et donc, tu places 500 jours hommes, ben, tu sais qu'il va te coûter au max la personne 300, tu te fais 200 de marge. Donc, 200 de marge est multiplié par d'autres trucs. En plus, les consultants, c'est par niveau en fonction des compétences. Donc, voilà. Donc, en fonction de chiffre d'affaires, on peut se faire suffisamment, peut-être pas 3 millions de chiffre d'affaires, mais se faire peut-être 200, 300, 400 000 € de chiffre d'affaires et avoir une trésorerie suffisante pour pouvoir savoir comment le faire. Et puis, comme on peut avoir aussi des gens, en fait, qui peuvent avoir peut-être 10 millions de chiffre d'affaires, mais malheureusement, la gestion de la trésorerie est catastrophique. Ouais. Donc, on ne peut rien faire. Donc, justement, c'est la gestion de la trésorerie qui va être impactante. Vous seriez un peu comme Wally qui disait, moi, je parle même plus en chiffre d'affaires, je parle que en termes de marge. Ah oui. Systématiquement, combien est ta marge? Là, on peut commencer à discuter. Exactement. C'est ça. Et tu verras que beaucoup ne savent même pas à combien se trouve leur marge. Non, mais ça, je pense que c'est les discussions qu'on a fait avec toi qui m'ont commencé à me permettre de réfléchir différemment, en fait. Notamment de calculer son coût de revient. Ah oui. Vraiment. À combien coûte mon heure? Ne serait-ce que ça. Toi, tu disais, c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, qu'on n'intègre pas ça dans notre calcul, mais de se dire, voilà, quand moi je sors de ma journée, là, voilà, ma journée, j'ai été rentable à quelle hauteur? Et ça, je pense, très peu le font. Ah oui, mais c'est vrai. C'est vrai. J'espère que les gens vont de plus en plus le faire parce que ça, c'est très important. C'est ce qui va être, c'est ce qui va changer, en fait. Game changer, comme tu dis. Exactement. Et donc, ça va changer énormément. Ça va changer énormément. On va avoir une vision complètement différente. Mais vous trouvez pas qu'il y a une évolution là-dessus, sur l'entrepreneuriat? Parce que moi, j'ai l'impression que on commence à devenir un peu plus mature en tant que communauté par rapport à l'entrepreneuriat. Oui. Est-ce que vous le sentez chez vos clients? Ou bien vous vous dites c'est parce qu'on a accompagné nos mêmes clients, mais c'est l'impression que j'ai, plus globalement. Non, il y a beaucoup plus de maturité. Comme je disais, en fait, il y a la phase déclic qui est un peu tardive. Ou peut-être au début, on se cherche, on est dans tous les sens. Mais une fois qu'on sait exactement la plupart, ils savent où ils vont, moi, je te dis, moi, j'ai des entrepreneurs, ils sont dans la diaspora, moi, je dis, c'est ce qu'il faut faire. On dit bravo, même. Oui. Ouais. Ils y vont. De plus en plus. Ah oui, ils commencent dans une difficulté, ils arrivent aujourd'hui à bien gérer, à des équipes, 10 salariés, donc ça monte, les chiffres d'affaires, on voit une progression. Ils ont aussi une vision, parce que moi, je dirais qu'il faut pas juste se limiter sur le confort, parce que si on est dans le confort, c'est comme dans le salariat, pareil. On sait faire ça, on reste sur ça. Il faut d'abord aussi essayer de progresser en disant qu'est-ce qu'on peut proposer autre chose comme service, comme prestation, qu'est-ce qu'on peut innover. Par exemple, nous, dans notre milieu, on a une obligation de se former. Ouais. Donc, chaque année, on a un nombre d'heures de formation qu'on doit faire obligatoirement. Pourquoi? Parce que c'est d'être à jour sur l'évolution de tout ce qui se passe. Et derrière, je pense que les entrepreneurs aussi doivent aussi aller dans ce sens-là. Se former, l'évolution de technologie, pouvoir proposer d'autres prestations. Je pense que ça peut aussi basculer un petit peu leur vision et leur rentabilité quelque part. Mais je pense qu'en fait, l'univers est tellement concurrentiel maintenant, même pour les entrepreneurs, que tu es obligé de beaucoup te former. Parce que vous l'aviez dit, vous êtes arrivé avec les plateformes. Vu qu'il y avait les plateformes, il fallait que vous apportiez votre singularité. Et vous, c'est l'accompagnement. Mais nous aussi, tout entrepreneur, par exemple, on va aller sur les réseaux, sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est saturé. Tout le monde est là. Comment est-ce qu'on fait pour apparaître, pour se distinguer? Soit on est meilleur communicant,
Ça, c'est la façon qui va faire en sorte qu'on nous voit plus. Soit on délivre mieux. Ce qui fait qu'une fois qu'on a un client, on sait qu'il va nous recommander derrière. Exactement. Et mieux délivrer, ça passe par tout ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire être meilleur exécutant, avoir une meilleure maîtrise de ses chiffres. Parce que ce qui fait qu'en fait, souvent, les gens sont pas excellents. C'est parce qu'ils ont, imaginons, on facture, et nous, on a souvent des débats comme ça avec Kevin. Moi, lui, il facture beaucoup. En tout cas, il a l'idée de facturer beaucoup. Et moi, je suis toujours en train d'essayer de réduire. Mais, et après, finalement, qui a raison? Mais je pense que c'est souvent lui qui a raison, en fait. Parce que, à la fin, moi, je dis toujours, OK, il faut facturer beaucoup, mais après, il faut délivrer beaucoup. Ça, c'est ma phrase. Mais après, quand on calcule de tout ce qu'on va dépenser, quand on va devoir délivrer, entre les prestataires qu'on va mettre en place, le temps que nous, on se rémunère, tac, tac, tac. Et à la fin, je fais le calcul, je dis, ah putain, t'as raison. C'est beaucoup. Le chiffre, c'est beaucoup. Par exemple, une presta, la dernière fois, je disais, non, il faut qu'on facture 3 000, lui disait 5. Et après, je commence à regarder, je dis, bah attends, on va payer ça, on va payer ça. Après, il faut mettre ça en charge et que nous aussi, je dis, ah ouais, en fait, on arrive à 5. Ouais. Mais c'est ça qui m'a permis de le réaliser. Mais ça, c'est parce que on a une bonne connaissance de son business, Exactement. qu'on comprend tout ce qu'on va devoir mettre en place et qu'ensuite, on peut facturer. Si on n'a pas ces informations-là, si soi-même, on n'est pas excellent, on saura pas. Et moi, si je m'écoutais et que je facture à 3 000, en fait, le client, il est content, il y va. Bah oui, mais après, quand il va falloir délivrer, que je dis, il faut payer tel, et finalement, je vois que j'ai pas d'argent, même moi, j'ai la flemme d'y aller. Ouais, tu te dis, je vais pas y aller. Bah oui. Et le client, il va même revenir. Parce qu'il dit, lui, il est pas cher, lui. Mais il va revenir. Mais moi, tu vois. Et donc, c'est finalement bien facturer. C'est une des clés de l'excellence parce qu'on va bien délivrer. Je pense que les gens ne pensent pas à ça. Exactement. Oui, mais pour moi, le prix, entre guillemets, c'est un faux problème. Parce que nous, on en parle tous les jours, parce que nous, on vend, ce sont des honoraires, donc on vend du temps, entre guillemets. Ouais. Mais si la valeur perçue par ton client, elle est correcte, il va pas regarder les prix. Lui, ce qu'il va regarder, c'est le résultat ou ce que tu délivres, comme tu dis. Mais pourquoi tu délivres au bon prix? On revient toujours à la même chose. Faut que tu connaisses ta valeur. Ouais. Non, c'est ça. Faut connaître ta valeur. Et que tu connaisses ta valeur de deux sens. C'est-à-dire que tu t'estimes toi-même que tu es quelqu'un qui a de la valeur. Parce que des fois, je trouve qu'il faut surfacturer pour sélectionner bien ses clients, pour pouvoir avoir des coudées larges, pour pouvoir bien travailler. Il y a ça. Et connaître sa valeur, de connaître véritablement combien ça coûte au quotidien entre les prestataires et son temps à soi. C'est ça, finalement. Et vous, comment vous faites pour calculer? Quelles sont les formules pour calculer son temps? Alors, nous, en fait, déjà, au départ, notre première facture qu'on a dû établir, du moins avant d'établir, c'est faire la lettre de mission. C'est-à-dire que la lettre de mission qu'on a établie, c'est là où on met... On fait le devis, en fait. Voilà, on fait le devis. On dit au client, voilà le montant que ça va te revenir tous les mois sur nos prestations. Il y a des trucs variables en fonction de nos prestations. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est, comme dit Christman, on est sur le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on a un collaborateur qui travaille sur un dossier. On connaît, par exemple, le coût du collaborateur par heure. Donc, on calcule le coût. Et donc, à partir du moment où on a par exemple, si on dit un collaborateur, il est à 120 € l'heure, et à partir de là, nous, il faut qu'on fasse la marge suffisamment, plus du moins, peut-être 30 ou 40% de marge, pour pouvoir dire, OK, on est en sécurité là-dessus, la mission est rentable. Donc, la plupart, on fait d'abord une estimation du temps, du volume. On passe que le collaborateur passe sur le dossier. En ce moment, la plupart, on est sur des forfaits quasiment. Pour ne pas avoir d'impact de variabilité trop chez le client, parce que le client ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, tu peux lui facturer 400, demain, le mois prochain, il voit 600, 700, il comprend pas. Donc, autant qu'on s'est dit, on part sur la plupart des missions, on part sur un forfait, où sur le client, c'est exactement tous les mois combien il paye. Et voilà, mais ce forfait-là, il est calculé en fonction du volume de temps qu'on passe sur le dossier. Multiplié par le taux horaire avec la marge qu'il faut. Et puis voilà. Et en marge, vous mettez 30%, 30, 40%? Tout dépend des missions. Il y a des missions, par exemple, complexes ou sur lesquelles nous, on intervient, donc on n'est pas sur les mêmes taux horaires. Et donc, du coup, on fait la distinction entre nous quand on intervient et quand c'est juste le collaborateur qui gère. Et à la tête du client, si on veut pas le prendre. Comme ça, s'il vient, on a déjà anticipé le temps d'emmerdement qui va... Non, mais c'est vrai, ça nous arrive, ça. À un moment donné, on se dit, ah non, mais par exemple, ça m'est arrivé, par exemple, nous, au Sénégal, récemment, sur une entreprise, moi, j'ai dit, j'ai pas envie de le prendre, il y a trop de bordel. Donc, j'ai dit, je ne sais pas comment faire, je ne peux pas non plus dire, parce que je l'ai reçu, j'ai quand même, tu vois. J'ai dit, mais comment je vais faire pour valoriser, moi, ça?
J'ai dit à la chef de mission, ouais, vas-y, mets un prix où je sais que peut-être que psychologiquement, il va pas... Finalement, on s'est retrouvé avec le dossier. Il a accepté quand même. Donc, il fallait gérer le dossier. Mais au moins, t'es confortable. Tu te dis, bon, c'est pas grave. Tu vois, ça arrive. J'y vais pour un bon prix quand même. Ah ouais, ça arrive, ça nous arrive.